Lundi 15 janvier, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 7-8 sur TV 78. Voici les titres de l'actualité. Cela fait une semaine désormais que le plan Grand Froid a été déclenché dans les Yvelines. Il prévoit notamment le renforcement des maraudes auprès des sans-abri. À l'antenne de Viroflay, Vélizy et de la Croix-Rouge, 2 équipes de bénévoles et un salarié ont été ajoutées en renfort. Nous les avons suivis le temps d'une soirée. C'était l'un de ses premiers déplacements en tant que Premier ministre. Gabriel Attal s'est rendu au collège Saint-Exupéry d'Andrézy en fin de semaine dernière. Il était accompagné de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et des Jeux Olympiques Amélie Oudéa-Castéra. Retour sur la visite. C'est un succès qui vaut de l'or. Le rugby club de Versailles a enfin renoué avec la victoire après une série de 7 défaites d'affilée en Fédéral 2. Les Yvelinois se sont imposés hier au bout du suspense 24-20 contre Plouzané dans la 12e journée. Les hommes de Tiffaine Charolles sortent ainsi momentanément de la zone rouge. Et puis la suite de nos interviews avec les maires de 50 ans en Yvelines dans l'invité du 7-8, c'est en deuxième partie d'émission. Ils viendront en plateau tout au long du mois de janvier. Ce soir, nous recevons Bertrand Houillon, maire de Magny-les-Hameaux. Et avec moi en plateau pour ce début d'émission, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. Alors aujourd'hui, c'est le Blue Monday. Est-ce que vous connaissez le principe ? Je crois que c'est la journée la plus déprimante de l'année, C'est ça, c'est le 3e lundi de janvier. C'est chaque année que ça se déroule. Est-ce que vous êtes déprimé aujourd'hui, Mickaël ? Alors déprimé, non, mais il fait très froid, donc forcément un peu de déprime, j'avoue. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir en plateau et vous nous présenterez aussi, je suis quand même très content dans quelques instants l'actualité sportive dans les Yvelines. On jouait, malgré le froid, sur les terrains yvelinois ce week-end. Quel est le programme aujourd'hui ? Alors, on parlera notamment de Versailles qui a perdu en national, qui a perdu 2-0, c'était contre Gaulle. Versailles, par contre, qui a réussi à gagner en 32e de finale de Coupe Gambardella, c'est du football. Et on parlera également de Caroline Garcia qui s'est sortie du premier tour de cette Open d'Australie, c'est du tennis. Elle est Saint-Germanoise et elle sera au 2e tour. Je crois qu'on parlera aussi d'un record du monde battu dans les Yvelines ce week-end. Ce sera tout à l'heure dans le 7-8. Le froid s'est installé désormais depuis plus d'une semaine maintenant. Face à la situation, les associations se mobilisent et ont renforcé leur action, notamment les maraudes. C'est le cas de la Croix-Rouge des Yvelines. Aurélie Lafay et Julien Leroy ont suivi une équipe le temps d'une soirée à Viroflay-Vélizy. La préparation, c'est tout simple. Donc notre carburant principal, c'est ici. Vous avez les bouilloires d'eau chaude, puisqu'on a besoin d'eau chaude pour faire du café et pour faire des soupes. 5, 6, 7, 8. Des températures négatives qui durent et rendent la vie dans la rue encore plus difficile. Ce soir-là, les maraudeurs de la Croix-Rouge de l'antenne Viroflay-Vélizy s'organisent. On a pris un sac poubelle ou pas ? On va préparer différentes choses. Donc on va préparer du sucre, des petites cuillères. On va préparer des kits hygiène si les gens nous demandent des brosses à dents, des rasoirs, des choses comme ça. On a un peu de quoi leur donner. Et puis on prend toujours quelques boîtes de gâteaux. Le 8 janvier dernier, le préfet des Yvelines a activé le plan Grand Froid. Conséquence, l'antenne a rajouté 2 équipes de bénévoles et une de salariés chaque soir. En ce moment, on a, au lieu d'avoir 3 ou 4 équipes qui tournent en tout, on en a plutôt 7 ou 8. Voilà. Ça permet de faire des maraudes qu'on appelle des maraudes exploratoires. C'est-à-dire qu'on se promène vraiment dans les villes. On va là où on nous appelle, et on va aussi se promener dans les endroits où on sait que parfois il y a des gens qui sont pour voir s'ils ont besoin de nous. Le groupe de bénévoles appelle la régulatrice tout le long de la maraude pour qu'elle les tienne informés des appels de détresse. Les gens appellent le 115. Le 115 appelle la régule et nous on appelle la régule. Donc ils nous donnent ce qu'on appelle des missions. Et si jamais il n'y a plus de mission, on fait un peu le tour dans Versailles. Il y a des endroits où on sait que potentiellement il y a quelqu'un. Vous voulez quelque chose, un pull, des gants, non ? C'est à propos de manger. Chaque jour, je appelle 115 pour manger. J'appelle 115 pour 4 heures, puis ils m'emportent manger ici. La soupe devient souvent un prétexte pour rentrer en contact avec ces hommes et ces femmes. Les membres de l'association profitent de cet échange pour orienter le bénéficiaire vers un centre d'hébergement ou une préfecture. 5 personnes ont été accompagnées par l'équipe ce soir-là. Ce soir, on a très peu de gens. On a vu quelques personnes. Ce qui fait très froid et le plan Grand Froid a été déclenché. Donc il y a plus de gens qui ont été mis à l'abri, il y a plus de places disponibles. Et puis quand il fait très froid, les gens ils se mettent dans des parkings, ils trouvent des endroits pour se mettre à l'abri.
Le plan grand froid est toujours activé. Des températures plus clémentes sont attendues pour mercredi 17 janvier. Avant de rechuter jeudi, les prévisions annoncent moins 3 degrés à Versailles. On a du canard! Le point présent sur le reste des actualités dans les Yvelines. Mickaël, la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, était cet après-midi en déplacement dans le département. Elle s'est notamment rendue à l'agence France Travail de Guyancourt pour échanger autour de 2 thématiques, l'accompagnement des entreprises pour favoriser le retour à l'emploi et le renforcement de ces aides auprès des publics. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, Pôle emploi est devenu France Travail. L'objectif, contribuer au plein emploi. On reviendra sur cette information dans notre édition de demain. La communauté israélite de Versailles est en deuil. Samuel Sandler, responsable laïque de la communauté juive de Versailles, est décédé ce vendredi 12 janvier 2024 d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Les membres de la communauté israélite de Versailles lui ont rendu un dernier hommage au cimetière juif de la rue Pershing à Versailles. Père et grand-père de 3 victimes de l'attaque terroriste de l'école Ozar HaTorah en mars 2012 à Toulouse, Samuel Sandler était devenu une figure emblématique de la mémoire des victimes du terrorisme. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Jean-Jacques Brault, préfet des Yvelines, expriment leur tristesse sur X, ex-Twitter, tout comme François de Mazières, maire de Versailles. On l'écoute. C'est une grande tristesse parce que c'était un homme pour lequel, je crois, tout le monde avait une très grande admiration. Pour nous tous, c'était un modèle de dignité. Je crois que c'est le mot dignité. C'était un homme incroyablement digne et vraiment qui forçait l'admiration. Son épouse Myriam se rendra samedi en Israël. Elle sera notamment accompagnée de la conseillère municipale Muriel Vaslik. Samuel Sandler sera enterré dimanche au cimetière de Jérusalem aux côtés de son fils et de ses petits-fils. Information économique à présent avec O2, le leader des services à domicile qui organise un job dating national ce mardi. Et dans les Yvelines, 7 agences sont concernées. Pas besoin de CV ni de lettres de motivation. Les 7 agences yvelinoises vous accueillent pour rencontrer directement les équipes O2 en toute simplicité autour d'un café. Le but, laisser une chance au plus grand nombre. Des postes d'assistants ménagers, de vie ou encore garde d'enfants seront notamment proposés. Si vous êtes intéressé, rendez-vous dans l'une des 7 agences des Yvelines. Une collecte de produits d'hygiène et de première nécessité est organisée demain à Montigny-le-Bretonneux. C'est l'Union des étudiants des Yvelines qui est à l'origine de cette initiative. Cette collecte se déroulera de 11h à 18h devant le Carrefour Market de Montigny-le-Bretonneux. Le but, redistribuer ces produits aux étudiants et étudiantes la semaine du 22 janvier. Et clin d'œil insolite pour terminer avec une date importante aujourd'hui, le 15 janvier, pour le Cyrano à Versailles. Il y a 60 ans, les Beatles jouaient leur premier concert en France au Cyrano de Versailles. C'était le 15 janvier 1964 aux côtés de Trini Lopez et Sylvie Vartan. Pour l'occasion, les Bootleg Beatles, groupe de reprise des Beatles, propose de revivre cet événement mythique à l'identique ce soir à 20h, de 20h à 22h au cinéma UGC à Cyrano, mais malheureusement c'est déjà complet. On le comprend. On ne pourra pas prendre de place pour ce petit clin d'œil aux Beatles donc, qui ont joué il y a 60 ans jour pour jour à Versailles. C'était leur première date en France. Merci Mickaël, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Mickaël vous en parlait dans ses informations avec la venue de Catherine Vautrin cet après-midi dans les Yvelines. Vendredi, c'est le nouveau Premier ministre Gabriel Attal qui était en déplacement dans un collège d'Andrézy, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Ils ont pu faire le point sur la nouvelle feuille de route du gouvernement concernant l'éducation. Et Gabriel Gontier et Patrick Jacques de Dixmude. Premier bain de foule et premier selfie pour le nouveau Premier ministre Gabriel Attal et la ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Pour leur premier déplacement ensemble, les ministres se sont rendus au collège Saint-Exupéry d'Andrézy. L'objectif, présenter leur nouvelle feuille de route sur le choc des savoirs et réaffirmer la volonté du gouvernement de rendre l'éducation prioritaire. L'école sera une priorité absolue du gouvernement. Je sais, d'expérience, que pour ce qui concerne l'école, comme dans beaucoup d'autres domaines, ce qui compte, ce ne sont pas que les mots, ce sont les actes. Et donc on va continuer à agir sans relâche pour l'école de la République, avec un objectif absolu,
élever le niveau général à l'école. Durant près d'une heure, les ministres ont pu échanger à huis clos avec les enseignants et les élèves. La libre parole a circulé entre les élèves, les équipes éducatives, donc il a été question de plusieurs sujets, à la fois la question de l'apprentissage des fondamentaux, et donc les élèves sont revenus sur le dispositif mis en place, les bénéfices que ça pouvait leur apporter, et puis les équipes éducatives, comment elles étaient structurées. Une façon aussi de rassurer les inquiétudes concernant le double ministère dont hérite Amélie Oudéa-Castéra. Mon message pour la communauté éducative, c'est que je serai une ministre à fond. Une ministre à fond avec eux, une ministre à fond derrière eux, absolument déterminée. Et je démontrerai à chacun de ces acteurs ma disponibilité auprès d'eux. Une année qui s'annonce chargée pour la nouvelle ministre qui devra jongler entre les défis de l'éducation et des Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront cet été. On ouvre la page sport dans le 7-8. Et on débute ces actualités sportives, Mickaël, avec du rugby. Versailles, qui restait sur 7 matchs sans victoire en Fédéral 2, s'est rassuré ce dimanche contre l'équipe de Plouzané. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés 24-20. Le résumé du match, des images de Mélanie Poquet. C'était le match de la peur ce dimanche 14 janvier. Les Versaillais, avant-dernier de la poule 8 de Fédéral 2, recevaient le dernier Plouzané. Tout a mal commencé pour les Yvelinois. Dépassés en début de match, ils concèdent 2 essais. Mais Versailles se reprend, inscrit un essai et arrive à égaliser avant la mi-temps. Le score à la pause, 10 partout. De ne pas virer avec du retard au point à la mi-temps, c'est important mentalement, parce que c'est là où on s'évite un doute trop important dans les vestiaires. En seconde période, Versailles accélère et arrive à trouver des brèches dans la défense de Plouzané. Il remporte la rencontre 24-20 malgré quelques frayeurs en fin de match. On était quand même sur un cycle de 7 défaites d'affilée. Et mine de rien, c'est quelque chose qui est très présent mentalement. Essayer de se sortir de cette spirale négative, c'est très dur. Et je pense qu'on retiendra surtout aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à briser cette spirale et de gagner, tout simplement de gagner et de retrouver le goût de la victoire. Aujourd'hui, oui, c'est respirable, mais bon, le job est fait, la victoire est là et ça nous fait souffler un petit peu. Grâce à cette victoire, les Versaillais peuvent respirer au classement. Ils sortent de la zone de relégation et se retrouvent à la 8e place de leur poule de Fédéral 2. L'équipe flirte toujours avec la relégation. Aujourd'hui, c'est respirable parce que c'est des matchs de maintien, hein, c'est des matchs du bas de tableau. Il va falloir être fort mentalement avec des équipes qui forcément sont un petit peu fragilisées comme nous. Hein. Prochain match pour les Versaillais ce dimanche 21 janvier. Les joueurs de la Cité Royale joueront un derby sulfureux sur le terrain de Plaisir. Le match est programmé à 15h15. Une victoire permettra à Versailles de s'installer en milieu de classement. Toujours à Versailles, mais cette fois-ci en football. Dans le championnat de national, Versailles a connu la défaite à l'extérieur sur le terrain du Gaulle FC. Les joueurs de la Cité Royale se sont inclinés 2-0 en concédant un but dans chaque période. Mauvaise opération au classement pour les joueurs yvelinois. Ils se retrouvent à la 11e place du championnat, mais ils ne sont qu'à 9 points de la 2e place. Ils joueront lundi prochain à domicile contre Martigues. Bon, Versailles qui ne brille pas dans le championnat national, mais chez les jeunes, en Coupe Gambardella, ils ont brillé avec cette Coupe Gambardella qui est en fait la Coupe de France des jeunes. C'est ça, exactement. 2 fois menés au score, les jeunes Versailles se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Les U19 ont gagné au tir au but 5-4 face à l'équipe de la Maladrerie qui évolue aussi en R1. Ils ont gagné ce match alors qu'ils étaient à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Le tirage au sort se fera ce jeudi 18 janvier à midi. Du tennis à présent, on joue en ce moment l'Open d'Australie. Il y a des Yvelinois sur les cours. Fortune diverse pour nos Yvelinois. Caroline Garcia, originaire de Saint-Jean-Manlé, s'est imposée 6-4, 7-6 face à la japonaise Naomi Osaka. Elle a pu profiter d'un bon service avec 13 aces pendant le match. Au prochain tour, l'Yvelinoise tête de série numéro 16 jouera contre la polonaise Magdalena Fresh. De son côté, Arthur Reinerknecht, lui aussi originaire de Saint-Jean-Manlé, a été éliminé au premier tour face à Pavel Kotov en 5-7. Bon, on espère que Caroline Garcia ira loin dans ce tournoi. Il y avait aussi du cyclisme sur piste ce week-end. Ce samedi avait lieu les 6 heures du Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, un événement organisé pour la 4e fois par la structure en partenariat avec le club local de l'EC Vélizy 78. Au total, 21 équipes ont participé à ce rendez-vous. Ils étaient divisés en 5 catégories. Objectif, réaliser le plus de tours possible. On écoute l'une des participantes, Marine Cloarec, au micro de TV78.
En fait, c'est une habitude qu'on a pris en début d'année. Ça nous permet de bien nous amuser entre amis et puis voilà, de profiter, de surtout faire des efforts au chaud. Nous, ça nous tient à cœur aussi de répondre présent à tous les événements qu'il peut mettre en place. Le record des 6 heures a été battu. André Valentin, Manu Guérinel, Mathis Guérinel, Elias Jobard du Paris Cyclisme Olympique ont réalisé 1101 tours de piste, 275,250 km, 3 km de plus que l'ancien record. Enfin, un mot des Jeux Olympiques. On leur dit bravo. Bravo à eux, bien sûr. Ça se rapproche, les Jeux Olympiques pour cette année 2024. Et on connaît 2 noms qui vont porter la flamme olympique dans les Yvelines. Oui, Grégory Roger Giquel, figure du club d'athlétisme de Saint-Germain-en-Laye, fait partie des relayeurs sélectionnés par le conseil départemental des Yvelines. L'homme de 92 ans avait déjà eu la chance de porter la torche olympique à l'occasion des JO d'hiver de Grenoble il y a 57 ans. On connaît aussi un deuxième nom. Il s'agit de Brice Parinet, arbitre sur les terrains de Ligue 1 et rattaché au district des Yvelines de football. La flamme olympique passera le 23 juillet dans les Yvelines. 200 relayeurs passeront par Mantes-la-Ville, Les Mureaux, Poissy, Guyancourt via le golfe national, Versailles, Saint-Rémy-les-Chevreuse et Rambouillet. Merci Mickaël pour toutes ces actualités sportives. Et avant de passer à l'invité du 7-8, on va jeter un coup d'œil aux prévisions météo de demain. Avec des températures qui restent négatives, il fera jusqu'à -5 degrés demain matin dans le département. C'est dans le sud Yvelines qu'il fera le plus froid. Le ciel sera voilé sur l'ensemble du territoire. L'après-midi, même condition avec un mercure qui repasse dans le positif. 3 degrés à Mantes-la-Jolie, 2 degrés dans les secteurs de Versailles, Rambouillet et Houdan. Et ce mardi 16 janvier, nous fêterons les Marcel. Tout de suite, l'invité du 7-8. Tout au long du mois de janvier, TV78 reçoit les maires de Saint-Quentin en Yvelines pour parler de l'année 2024 dans leur commune. Et ce soir, c'est Bertrand Houillon qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Maire de Magny-les-Hameaux, vice-président également de Saint-Quentin en Yvelines, délégué aux espaces verts et à l'agriculture. Bonne année à vous déjà et à toutes les Manicoises, tous les Manicois qui nous regardent. Qu'est-ce que vous retenez de l'année 2023 déjà dans votre commune ? Une année 2023 sur les chapeaux de roue avec énormément de travaux engagés qui se terminaient, qui se poursuivaient et puis énormément aussi de dynamique avec toutes les associations, beaucoup de liens finalement entre tous les habitants avec voilà, un max d'activités. Et on est prêt là pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va parler des projets 2024 dans votre commune. Juste un mot sur cette fin d'année qui a été agitée à Magny-les-Hameaux. Vous êtes revenu d'ailleurs sur ce climat difficile lors de votre cérémonie de vœux à la population la semaine dernière. Un habitant de votre commune a été menacé de mort en voulant s'informer sur un projet de lieu de culte porté par l'association des musulmans de Magny-les-Hameaux. Il a dû quitter la commune. Vous aussi, dans cette affaire, vous avez été visé par des menaces, des incitations à la violence et des injures. Cette fois-ci venant plutôt des détracteurs du projet. Vous avez déposé 5 plaintes en ce sens. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que le climat s'est apaisé depuis à Magny-les-Hameaux? Alors moi d'abord, je ne vais pas rentrer dans les basses polémiques inopportunes d'ailleurs, qui ont pu avoir lieu courant novembre et décembre. Je laisse ça à ceux qui ont voulu les mener. Ensuite, en effet, j'ai fait l'objet depuis 4 semaines d'injures, de menaces, de mise au banc avec des tournées dans des médias qu'on connaît pour leur extrême, avec un certain nombre aussi de désinformations. Je sais que la gendarmerie, les services de la préfecture, l'ensemble des renseignements sont à mes côtés, me soutiennent aussi dans ces moments. Il faut savoir que d'une part, je ne renoncerai jamais aux valeurs de la République, que les choses soient très claires par rapport à ces groupuscules d'extrême droite ou qui tentent de nous déstabiliser. Et puis, de manière plus générale, la responsabilité d'un maire, c'est à la fois d'agir dans le cadre des valeurs de la République, agir dans le cadre des principes de laïcité et agir dans le cadre de la loi. Et c'est ce que je fais sur ce dossier comme tous les autres,
en lien évidemment avec les services de la préfecture. Donc c'est un projet qui va suivre son cours. Est-ce qu'il verra le jour? Certains médias parlent d'une vente du terrain qui est situé rue André-Hautebourg, qui serait peut-être suspendu. Un terrain qui appartient aujourd'hui à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. J'invite tout le monde à faire d'une part attention à ce qu'il dit et d'autre part à faire attention à l'ensemble des fake news qui peuvent voir le jour. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu une délibération qui a été prise à l'unanimité par l'agglomération, c'était en septembre dernier. Cette délibération nous permet, puisque c'est l'agglomération qui est propriétaire de ce terrain, nous permet d'étudier ce terrain. On a eu une rencontre avec les riverains qui ont un certain nombre d'interrogations par rapport au stationnement, par rapport à d'éventuelles nuisances de bruit aussi avec un nouvel équipement public autour de chez eux. Évidemment, tout ça, on le regarde, mais on le regarde avec les personnes concernées. Alors projetons-nous sur l'année 2024 avec des nouveautés, notamment pour le service public de proximité. Les habitants, on le sait, ils sont attachés. Alors la nouveauté de cette année 2024, c'est que les habitants pourront de nouveau réaliser leur demande de carte d'identité et de passeport directement au service état civil de la mairie de Manille-les-Hameaux. Vous me disiez, avant de débuter cette émission, ça faisait 20 ans à peu près qu'on pouvait plus le faire à Manille-les-Hameaux. Ça devait faire à peu près 20 ans, suite à la mise en place des outils biométriques. À l'époque, l'État avait choisi de sélectionner un certain nombre de collectivités. De mémoire, il devait y en avoir une trentaine maximum dans les Yvelines. La commune de Manille-les-Hameaux n'avait pas été sélectionnée à cette époque. On a eu un certain nombre de retours, d'interrogations d'habitants en début d'année. On s'est retourné vers la préfecture. On a proposé à la préfecture d'être candidat pour pouvoir accueillir ce terminal, pour pouvoir prendre donc les cartes d'identité et les passeports directement dans notre hôtel de ville. On l'a travaillé aussi avec évidemment les agents de notre service état civil. Les services préfectoraux ont accepté notre proposition. Là, on est encore en phase de test et j'espère que nous allons pouvoir ouvrir tout ça là tout début février. Donc c'est imminent et on en est ravis. Et dans les nouveautés aussi, il y a en ce qui concerne les places de crèche, le multi-accueil familial et collectif compte des places supplémentaires. Quel est le travail de la commune sur le sujet des crèches? Alors, il faut savoir que, de manière générale, une commune, c'est le service de proximité, le service public de proximité. Donc, on intervient dans beaucoup de domaines. Le domaine de la garde d'enfants en est un. Le domaine de la petite enfance et du suivi de cette petite enfance en est un. Et dans ce cadre-là, donc, on a un service municipal, à la fois en accueil collectif, à la fois en accueil familial. Et aujourd'hui, on le conforte avec un accueil de nouvelles places qui va permettre, par exemple, à des familles de pouvoir aussi reprendre un emploi, de pouvoir finalement reprendre aussi un certain nombre d'autonomie. Et nous, on les accompagne pour pouvoir faire tout ça. Donc ça fait partie des nouveautés. Alors l'une de vos priorités, c'est aussi le lien entre les habitants, notamment le lien intergénérationnel. Il y aura donc en 2024 la remise en place de l'accompagnement des seniors isolés. Très concrètement, en fait, c'est des bénévoles qui font les courses de ces seniors, qui leur rendent visite. Pourquoi c'est nécessaire justement d'accompagner ces seniors isolés? Alors toute cette partie-là avait été un peu mise à mal pendant la période de crise sanitaire et on remet en place ces dispositifs, l'accompagnement en minibus pour aller faire ses courses. Ça permet à la fois évidemment d'aider des personnes qui ne peuvent pas être véhiculées, de les accompagner dans les rayons, mais aussi tout simplement de discuter et de passer le temps en faisant ses courses. Mais au-delà de ça, il y a aussi des visites directement chez eux pour pouvoir, pareil, avoir un brin de discussion au moment des repas, de partager un repas avec ces personnes. Et puis, dernière nouveauté en date, c'est des après-midi jeux qui sont proposés dans notre boutique de quartier au centre social où les seniors découvrent des jeux qu'ils n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de découvrir, accompagnés par un de nos services civiques qui fait énormément de choses pour continuer de créer ce lien et au-delà de ça, de créer du lien aussi entre les seniors et les plus jeunes, notamment via notre service enfance avec un certain nombre d'activités, découvertes de danse, de jeux aussi. Il faut créer ce lien-là parce que les seniors ont cette expérience, cette sagesse qui est tellement utile pour les plus jeunes.
Il y a un projet dont on parle, hein, qui concerne justement le lien intergénérationnel. On en parle depuis à peu près 2 ans maintenant à Manille-les-Hameaux. C'est un projet d'habitat intergénérationnel et solidaire innovant qui doit voir le jour à l'Allée des Capucines. Il est porté par l'association Maison Madeleine et soutenu par la commune. On en est où concrètement aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'association doit déposer son permis dans les prochains jours. Donc on arrive à une nouvelle phase de ce projet qui est un projet innovant. Donc qui dit projet innovant dit projet qui sort un petit peu des cases classiques et donc qui prend du temps. Mais on a une association des bénévoles de cette association qui sont particulièrement motivés. La commune les accompagne pas à pas et on espère que dès le dépôt du permis de construire, ensuite après les phases administratives, que la construction puisse démarrer pour pouvoir enfin avoir cet habitat qui puisse être partagé entre des seniors, des personnes en situation de handicap, des étudiants, familles, et puis qui devrait être associé à une micro-crèche et puis un café solidaire qui sera tenu par les résidents mais ouvert à tous les habitants. Un projet dont on va avoir du concret là très prochainement. Dernier dossier que je voulais aborder avec vous, celui de la transition écologique et énergétique. Alors vous avez entamé à Manille-les-Hameaux un processus de déminéralisation des cours d'école. Celle de Jean-Baptiste Corot par exemple a été inaugurée l'année dernière. Ça va se poursuivre cette année ? Alors on a eu des travaux qui ont eu lieu dans les cours du groupe scolaire André Gide, maternelle et élémentaire. J'espère qu'on va pouvoir inaugurer en début d'année. Vous parliez de météo tout à l'heure, les pluies diluviennes que nous avons pu avoir en fin d'année ont un peu perturbé le calendrier, mais on va y parvenir. Et puis on se lance sur d'autres cours pour des travaux que nous espérons durant l'été, à la fois sur les cours justement de la maison des tout-petits, et puis donc l'accueil collectif de crèche qu'on évoquait tout à l'heure, et puis on va engager les discussions avec l'équipe éducative de l'école maternelle Francis Jamin. La rénovation énergétique des bâtiments aussi se poursuit. Il y a notamment l'hôtel de ville qui a subi des travaux l'an passé. Ça va se poursuivre du coup aussi cette année ? Alors voilà, on est là-dessus sur un plan pluriannuel qui est basé sur les consommations, en tout cas les bâtiments les plus énergivores. Donc 3 ont déjà été rénovés. L'hôtel de ville 2023 était le 3e. Les travaux se poursuivent sur le gymnase Auguste Delaune qu'on espère inaugurer en cette année olympique et paralympique. Et nous avons obtenu 1,2 million d'euros de la part de l'État avec le fonds vert et ce qui s'appelle le DESIL. Et donc on va pouvoir entamer notre 5e rénovation énergétique qui est le groupe scolaire Corot-Samin. Et alors sur cette thématique aussi, on en parlait avant de débuter cette émission, une étude qui va être lancée à Manille-les-Hameaux sur les énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, on accueille un data center qui est Telehouse, qui continue de s'implanter sur la commune en agrandissant son data center. Et avec cet agrandissement, ils nous ont proposé de mettre à disposition de la collectivité la chaleur dite fatale, donc la chaleur du data center, ce qui fait que nous entamons aujourd'hui une étude qui est financée par l'ADEME et la région. Et cette étude doit nous permettre de savoir si nous pourrions chauffer notre commune. Donc les équipements publics, des logements collectifs, et puis on a associé aussi la commune voisine de Saint-Rémy-les-Chevreuses dans ce domaine. Maintenant, l'étude, c'est une étude technique, juridique, financière, et en fonction de ces résultats, on va voir derrière ce qu'on va pouvoir faire. Donc on verra ce qu'il en est cette année pour Manille-les-Hameaux. 2 dernières choses pour terminer. Tous ces projets, on le sait, sont menés dans un contexte de plus en plus compliqué pour les communes qui ont de moins en moins de ressources. Pour financer ces différentes mesures dont on a parlé, est-ce que vous réservez le droit d'activer le levier impôt local cette année ? Est-ce que vous allez augmenter les impôts locaux à Manille-les-Hameaux ? Alors, on l'a utilisé en début d'année dernière, ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir financer beaucoup d'investissements qui sont cruciaux, puisque c'est des investissements pour préparer l'avenir et notamment toute cette transition écologique que j'évoquais. On se réserve toujours ce droit-là. C'est une possibilité, c'est malheureusement aujourd'hui la dernière possibilité qui reste aux collectivités, puisque les dotations globales de fonctionnement ont totalement disparu de la part de l'État, et aujourd'hui les seuls financements que nous arrivons à obtenir sont des financements sur quelques investissements pour lesquels nous devons monter des très très gros dossiers. On le fait.
on fait aussi toutes les économies qui sont possibles dans la gestion de l'ensemble de nos services publics. Mais encore une fois, le service public, c'est un indispensable pour les habitants. Et une commune qui ne propose plus de restauration scolaire, qui ne propose plus de garde en petite enfance, en enfance, c'est une commune en fait qui meurt et dans laquelle les habitants ne peuvent plus vivre. En 20 secondes, Bertrand Royon, on donne une carte blanche au maire pour terminer cette séquence d'interview. Vous abordez le sujet que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez dire pour terminer cette interview ? L'année 2024 pour Magny-les-Hameaux, c'est la fraternité plus fort. C'est-à-dire qu'on a depuis plusieurs années mixé à la fois les valeurs républicaines et la devise olympique. Et la fraternité plus fort, ça fait partie de nos essentiels pour vivre en communauté, pour pouvoir se serrer les coudes et pour pouvoir avancer et lutter contre toutes les haines possibles, puisque sans fraternité, la démocratie devient une imposture. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Ce sont des mots d'Antoine de Saint-Exupéry et c'est ce qui devrait guider tout le monde. Merci d'avoir été avec nous, Bertrand Royon, je rappelle, maire de Magny-les-Hameaux. Une nouvelle fois, bonne année à vous et également à Magny-les-Hameaux pour cette année 2024. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.